connu, hein, où tu peux truander un peu. Oui, faire des hybrides. Oui. C'est pas entièrement rond. Et donc, les hybrides ressemblent à des tangos, en fait. Oui. Et donc, quand le tango est arrivé, moi, le tango, je l'avais trouvé super beau, parce que je retrouvais plastiquement ces ronds que mon œil a besoin. Oui. Mon œil recherche ça. C'est un principe de psychophysiologie de la perception. J'ai besoin de retrouver avec un truc rond des formes un peu rondes. Je trouve ça beau. Et donc, quand j'ai vu ce tango la première fois, j'ai tout de suite dit à mes parents, à Noël, je veux juste un ballon, je veux le tango qui coûtait super cher. Et j'ai eu ce tango-là, comme ça. Mais c'était le deuxième ballon. Le premier, c'était mon frère, qui a vu un ballon classique, genre 74, noir et blanc. Ouais. Et ce ballon-là, il est passé devant le Louis Blériot. C'était les mecs de Auprès, la résidence à côté, qui m'étiquaient les ballons. Parce qu'on jouait, et quand on shootait, ça allait sur la route. Et sur la route, les voitures passaient dessus. Et il y en a un qui a explosé par un camion. Et on le haïssait, le type, mais à mort, la zone industrielle. Tu vois, le haïssait à mort, et ça a explosé, le ballon a explosé. On pleurait, hein, c'était un peu pour moi. C'est comme un œuf qui tombe. Tu sais, quand tu prends un enfant, tu lui donnes un œuf, il fait tomber l'œuf, il pleure. Il y a un truc symbolique dans l'œuf, hein. Il y a plein de trucs dans l'œuf. C'est un truc peut-être que tu retrouves dans le ballon. Qu'on retrouve un peu dans le ballon. Une espèce de vie d'œuf comme ça, quand ça pète. C'est autre chose, on passe à autre chose. Ah oui, c'est pas comme quand tu casses un crayon, il y a un truc qui se passe. Tu voulais dire un truc parce que je t'ai Non, c'était intéressant cette histoire. Sur le tango, t'en as eu combien de tango toi? T'en as eu un rouge hein? J'en ai eu moi. Mais il était comment? Non, en rouge, c'était le luxe, ça, le rouge. Il était, au lieu d'avoir des panneaux noirs, il avait des panneaux rouges, tout simplement. C'est-à-dire, extérieurement, il était rouge comme ça, et l'intérieur était blanc. Ce qui était blanc sur celui qui est en noir, ça restait blanc, mais ce qui était en noir devenait en rouge. Voilà, c'est ça. Les petits dessins, là, je m'en souviens. Et il a une drôle d'histoire, ce tango, parce que c'était la Coupe du Monde 78. Il est resté longtemps, hein, jusqu'en 84 au moins, je crois. Il a resté jusqu'à ce que j'arrête le foot, puisque quand j'ai arrêté le foot, il y avait encore des tangos qui circulaient. Voilà. Après, en 86, il y a eu le ballon Azteca ou Azteco, je sais plus, enfin pour 86 Mexique. Pour le Mexique, voilà. Après, Adidas toujours. Donc monopole absolu d'Adidas qui fabrique le monde entier. Ah bah il y avait aussi d'autres ballons hein, quand même en ce temps-là. Mais par exemple le coq sportif, c'était des gros ballons, les ballons du PSG. Moi quand je faisais du foot, on en avait des ballons comme ça. Gros? Ils étaient plus lourds surtout. C'était un peu lourd. Oh le cauchemar. Oh il faut des ballons légers. Oui c'est vrai. Après, donc 86, Azteca, je crois que c'est Azteca, ballon Azteca, enfin c'est quelque chose dans le genre, Azteco ou Azteca. Ouais. Et après, à l'Euro 88, ils sont revenus au tango. Et après, ils sont repassés un autre ballon au mondial italien de 90, un ballon qui s'appelait Etrusco, je crois. Ouais. Non mais c'est vrai. Ouais. Non mais c'est amusant, c'est pas si pourri que ça les noms. En fait, Azteca il était comment? Oh, Azteca, c'était un autre design. Je sais pas, écoute, faudrait regarder. Non, regarde pas. Je regarderai une autre fois. On a fait notre fiche? Attends, je vais noter tout ça. Trouver. Ouais. Là, je pense qu'on va. Si je tape après Google à la fin. Alors. Azteca. Alors. Qu'est-ce que j'ai mis là? Ça va être fini tout ça. Match. Non, combien de temps il reste hein? 25 hein? Non, on a largement le temps. Match de foot entre une petite équipe et une grosse pleine d'argent de succès hors tout le monde et pour la grosse équipe. La grosse équipe est très riche, il me semble qu'on en a parlé. Ouais. Alors, il faut savoir que des fois on en a parlé, mais je rajoute beaucoup de choses hein, quand même. Donc, mais est-ce que ça vaut la peine? C'est pour ça que je dis. On va faire une autre affiche parce que il n'y a pas beaucoup de temps. Mais il y a des trucs en plus. Ça, les premières, il faut éviter, parce que les toutes premières, c'est celles qu'on a traitées quand on a fait. Ouais. Là où tu as le plus intérêt, c'est plutôt en plein milieu, fin. Ah, affaire en droit. Une Coupe du Monde sur 2 faite dans un pays dit pauvre ou qui n'a jamais rien gagné, ou presque dans le foot mondial. Exemple en 2010, donc 2014, Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, Turquie, Afrique centrale, de l'Ouest africain à l'Est africain, les pays arabes, etc. Alors la question c'est que peut-être que la FIFA le fait déjà.
J'en sais rien du tout parce que déjà là, on est en 2010. On est en 2010 en Afrique du Sud. Et ça, c'était déjà. C'est déjà un premier progrès. Déjà après, est-ce que, par rapport à l'Afrique, est-ce que l'Afrique du Sud est quand même largement dans la moyenne des pays africains en termes de richesse, peut-être? Alors que, mais enfin, par exemple, il y a eu la Coupe du Monde au Mexique où c'était pas très riche, quand même, c'était pas très développé. Hein. En 86 et en 70, Coupe du Monde au Mexique en 70. Alors, le Mexique... Au Chili en 62, je dirais. Ah, et voilà, le Chili, c'est plus intéressant parce que le Mexique, je crois que le football est quand même bien populaire. Non, le football, mais la société en général, le développement de la société. Quoi. Oui, mais ce qu'il faut voir, hein, c'est... il faut voir plusieurs choses. Il faut voir l'effort qu'est capable de mettre, le rapport entre la ferveur populaire et l'argent que tu peux mettre. Il y a des pays qui mettent tout le fric dans le foot, donc on peut dire le pays pauvre, mais il faut relativiser ça. Ouais. Il faut voir par rapport. Ce qui est surprenant, c'est que le Chili, je suis pas sûr que le Chili soit une grande nation de foot. Est-ce que c'est en 62 ? Ouais. Donc gagné par le Brésil. Ouais. Et Garrincha. Ouais, l'époque Garrincha. Est-ce que ça se trouve, le Chili à cette époque-là était prospère, hein, peut-être. Peut-être que c'est différent maintenant, ou peut-être que c'est une exception. Pourquoi ils ont choisi le Chili aussi ? Ce serait intéressant de savoir. Parce que la tradition quand même de la FIFA, c'est quand même, c'est comme l'ONU, c'est quand même le pouvoir au pouvoir. C'est toujours les dominants qui écrasent les dominés. Oui, mais attention, peut-être que justement à ce moment-là, c'était pas trop ça, et que ça a dérivé en arrivant vers les années 70, 80, 90, 2000, où la Coupe du Monde a été tout le temps donnée à des pays riches, on va dire, alors qu'en ce temps-là, c'était donné à des pays plus pauvres. C'est une hypothèse, mais je crois que plus que la FIFA est comme l'ONU, et je pense que c'est le même état d'esprit. Si tu retrouves les deux, c'est un état d'esprit un peu... L'état d'esprit pourri des dominants, c'est toujours de faire un monde de l'élite élitiste. Je pense, justement, c'est la question. Si on regarde les Coupes du Monde, moi je pense que le grand pas a été... Je vais regarder en profondeur, mais je pense que c'est sûrement quelque chose comme ça. C'est-à-dire que la FIFA n'est pas devenue moins bonne au bout d'un moment, elle a toujours suivi la même ligne de conduite, je pense, et ce qui ressemble beaucoup à ce que peut faire l'ONU, le FMI et toutes ces structures internationales. Et donc alors, pourquoi le Chili ? Alors la question, je ne l'ai pas parce que j'ai pas le dossier, il faudrait savoir pourquoi. Oui, non, mais pour poursuivre, ah oui, non, je croyais que tu allais revenir sur... Le Chili, je peux pas revenir dessus puisque je ne connais pas bien cette histoire. Je trouve que l'Afrique du Sud est plus intéressante, beaucoup plus intéressante, parce que là, ils ont donné à un autre continent, et ils avaient déjà fait un premier pas avec l'Asie, avec le Corée-Japon, qui est intéressant en plus parce qu'il y a deux pays. Oui. Donc il y a quand même des choses. Ça se fait ça maintenant. Par exemple, l'Euro 2008 en foot, c'était en Suisse et Autriche. C'est justement pour ça que je te dis ça. C'est parce que là, j'ai eu d'un coup blanc. J'ai eu les deux trucs et c'est hyper intéressant et j'en parle aussi dans des trucs. C'est quelque chose qui n'est pas dans la tradition aussi élitiste. C'est-à-dire qui est toujours le 1 et du foot, qui est toujours le 1. On n'aime pas faire les choses à deux. On n'aime pas, il n'y a pas, c'est comme les joueurs, ils sont toujours séparés, individualistes, c'est l'individualisme capitaliste qui triomphe. Et donc là, il y a un coéquipier, c'est intéressant. Ils sont deux pays ensemble, il y a quelque chose de beau là-dedans. Et moi, ça m'a marqué. Et c'est pas un hasard qu'il y ait l'Afrique du Sud qui soit là, justement, parce que je sens une transformation malgré tout de la FIFA. Peut-être avec toutes les attaques dont doit réagir, la FIFA doit réagir face à toutes ces attaques qui ont lieu depuis un petit bout de temps maintenant. Et peut-être qu'ils ont trouvé cette solution, une autre façon de faire les choses. Ouais. Là, tu as le prochain championnat d'Europe qui est en Ukraine-Pologne. En Ukraine et en Pologne. Ça, c'est l'UEFA, hein, attention. Oui, mais l'UEFA est justement dans la même... Oui, bien sûr. Ukraine et Pologne, c'est bien deux pays limitrophes, non ? Ouais, sûrement. Et en fait, c'était soit l'Ukraine-Pologne, soit l'Italie, et c'est Platini qui a beaucoup influé pour que ce soit en Ukraine-Pologne. Oui, ça c'est la politique de Platini. C'est l'Euro 2012. Il y aura toujours Oleg Blokin sur le banc de tu sais, il a été entraîneur de l'Ukraine en... J'avais pitié pour lui. Mondial 2006. Ouais, j'avais vraiment pitié pour lui parce qu'ils avaient le Shevchenko, là, le super joueur. Shevchenko. Et lui, il était là, il chialait à chaque match. C'était son prix de je sais pas combien, 4-0. Mais ils sont allés en quart finale quand même. Ouais, mais moi j'étais hyper déçu par ça, justement. J'étais hyper déçu par ça parce que ils étaient super bons aux éliminatoires.
Et tout le monde pariait sur l'Ukraine ferait un bon truc. Et ils se sont quand même bien ramassés. Les matchs qu'ils se sont pris, j'ai trouvé, étaient pas... Peut-être, ouais. Alors, ils ont... Moi, c'était la déception. Pour moi, de ce truc. C'est marrant parce qu'ils sont allés quand même en quart de finale. Ouais, mais c'était pas. Ils peuvent même aller en finale et je suis déçu. Oui, par rapport au jeu, toi. Par rapport au jeu et à Oleg Blokin. Oleg Blokin, je suis sûr qu'il a été une immense déception. On espérait énormément de cette équipe. Et voilà. Pas un grand Shevchenko. Non, ouais, tout c'était pitoyable. Pour moi, c'était la super. Ils avaient une super tenue par contre. Je les ai vus